Le dernier fils survivant d'Abraham Lincoln a passé 50 ans à détruire toute trace de ce qu'il avait ressenti. Il brûlait des lettres, déchirait des photographies, effaçait sa propre histoire. Pourquoi? Parce que sur les 4 fils du plus grand président des États-Unis, un seul atteindrait l'âge adulte. L'un est mort à 3 ans, un autre à 11, un autre à 18. Et le seul qui a vécu jusqu'à 82 ans a porté toute sa vie une culpabilité qui l'a poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Ceci n'est pas l'histoire d'Abraham Lincoln. C'est l'autopsie d'un nom de famille qui a exécuté une lignée au ralenti. Reste avec moi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir a été réduit au silence pendant un siècle. En 1861, quand Abraham Lincoln prêta serment comme président, Washington, D.C. sentait la boue et l'ambition. La ville était littéralement un marécage. Les rues non pavées se transformaient en bourbiers à chaque pluie. Et la Maison-Blanche n'était pas le symbole imposant que nous connaissons aujourd'hui. C'était un bâtiment délabré, des fuites dans le toit, des rats dans les murs, des rideaux déchirés. Mary Todd Lincoln pleura la première nuit en voyant sa nouvelle demeure. Mais pour les 4 garçons arrivés de Springfield, dans l'Illinois, cette maison en ruine était un immense château. Robert avait 17 ans. Il venait d'entrer à Harvard. Willie avait 10 ans, le plus intelligent de tous. Tad avait 7 ans. Il parlait avec un fort zézément à cause de son palais fendu. Et Eddie n'était plus là. Il était mort 11 ans plus tôt, à 3 ans, de tuberculose. La mort avait déjà visité les Lincoln une première fois. Personne n'imaginait qu'elle reviendrait 3 fois encore. Derrière les foules qui acclamaient Lincoln lors de son investiture, derrière les discours sur la préservation de l'Union, il y avait ses fils. Et pour eux, la présidence n'était pas la gloire. C'était le début d'une épreuve dont aucun ne sortirait indemne. Ce que personne ne te dit à propos de vivre à la Maison-Blanche pendant la guerre de sécession, c'est le bruit constant, le martèlement des bottes militaires dans les couloirs de marbre, le murmure des généraux discutant de stratégies qui allaient tuer des milliers d'hommes, les sanglots de Mary Todd à chaque nouvelle liste de morts dans les journaux. Willie et Tad couraient dans ces couloirs sans comprendre vraiment ce qui se passait. Ils jouaient à la guerre avec des soldats de plomb, pendant qu'à l'extérieur, de vrais hommes mouraient pour les idéaux que leur père défendait. Abraham Lincoln travaillait 18 heures par jour. Il se levait à 6 heures du matin, ne se couchait qu'après minuit. Et lorsque ses fils entraient dans son bureau, il leur offrait ce sourire épuisé qu'on voit sur toutes ses photos. Il les laissait jouer sous son bureau pendant qu'il signait des ordres, envoyant des milliers d'hommes vers la mort. Mary Todd tentait de construire un semblant de normalité dans le chaos. Elle organisait des dîners élégants pendant que la guerre déchirait le pays. Elle achetait des robes coûteuses que la presse critiquait violemment. Et chaque soir, elle montait vérifier que ses enfants respiraient encore, car elle savait quelque chose qui la terrorisait. Perdre Eddie n'avait pas été la fin, seulement le début. Et Washington, avec son eau contaminée, était un piège mortel pour les enfants. Chaque fois que Willie ou Tad toussaient, Mary paniquait. Chaque fièvre la poussait à appeler plusieurs médecins. Les sénateurs se moquaient de sa paranoïa. Les journalistes la traitaient d'hystérique. Mais Mary Todd Lincoln savait quelque chose que le pays découvrirait trop tard. La Maison-Blanche était en train de tuer ses enfants. Pendant longtemps, personne n'osa parler de ce que signifiait réellement être l'enfant d'un président en temps de guerre. Mais les vérités enterrées finissent toujours par ressurgir. Si toi aussi tu crois que certaines histoires doivent être racontées sans peur, abonne-toi, car ce que tu vas découvrir sur les Lincoln a été réduit au silence pendant plus d'un siècle. En février 1862, Willie Lincoln tomba malade. Fièvre, maux de tête. Mary pensa à un simple rhume, mais la fièvre ne retomba jamais. La nuit, Willie trempait les draps de sueur. Il délirait, appelant Tad dans ses rêves fiévreux. Et Abraham Lincoln, l'homme qui prenait des décisions affectant des millions de personnes, restait assis près du lit de son fils, impuissant. Les médecins diagnostiquèrent probablement la fièvre typhoïde. L'eau du Potomac était contaminée. La moitié de Washington était malade. Mais Willie était jeune, fort. Il se remettrait sûrement. Il ne se remit pas. Mais il faut savoir qui était Willie pour comprendre pourquoi sa mort détruisit Abraham Lincoln plus violemment que la guerre elle-même. Willie Lincoln était né le 21 décembre 1850. Sa mère l'appelait « mon petit philosophe » parce qu'à 5 ans, il posait des questions auxquelles les adultes ne savaient alors répondre. Pourquoi le ciel est-il bleu?
Où va le soleil quand il disparaît? Pourquoi certaines personnes ont des esclaves et d'autres non? Il posa cette dernière question à 7 ans. Abraham était dans son bureau à préparer une affaire. Willy entra et la lui posa sans prévenir. Abraham s'arrêta d'écrire, le regarda longuement et donna la seule réponse honnête qu'il avait. Je ne sais pas, Willy, mais je vais consacrer ma vie à faire en sorte qu'un jour, personne n'ait plus à se poser cette question. Willy lisait tout ce qui lui tombait sous la main. À 9 ans, il avait déjà lu plus que la plupart des adultes. Il mémorisait des poèmes entiers après une seule écoute. Il écrivait des lettres pleines d'observations amusantes. Lorsqu'ils déménagèrent à Washington, Willy avait 10 ans. La Maison-Blanche le fascinait. Il explorait chaque recoin, découvrait des passages secrets que même les employés ignoraient. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était être près de son père. Il s'asseyait par terre dans le bureau pendant qu'Abraham travaillait. Le président levait parfois les yeux. « Qu'en penses-tu, Willy ?» Et Willy donnait son avis avec un sérieux qui faisait sourire les généraux présents. Il y avait en Willy quelque chose qui promettait la grandeur. Pas la grandeur bruyante des politiciens, mais une bonté profonde, une intelligence humble et naturelle. Lincoln confia un jour à un ami. « De tous mes fils, Willy est celui qui me ressemble le plus, mais en mieux. » Et maintenant arrive la partie que Mary Todd ne surmonta jamais. La fièvre commença le jeudi 6 février. Le vendredi, Willy ne pouvait plus se lever. Le samedi, il délira pendant des heures. Le dimanche, sa respiration devint irrégulière. Le jeudi 20 février, à 1 heure de l'après-midi, Willie Lincoln cessa de respirer. Abraham Lincoln était là. Il tenait la main de son fils depuis des heures, lui promettait que tout irait bien, mentait, parce qu'ils savaient tous deux que ce ne serait pas le cas. Quand Willie mourut, Abraham le prit dans ses bras, le berça comme lorsqu'il était bébé, et pleura d'un son que ses secrétaires décrivirent comme le hurlement d'un animal blessé. L'homme qui tenait l'union ensemble, grâce à des mots capables d'inspirer des millions, s'effondra totalement en tenant le corps froid de son fils de 11 ans. Mary Todd Lincoln entendit le cri de son mari depuis sa chambre et sut immédiatement que Willie était mort. Elle ne descendit pas le voir. Elle en fut incapable. Elle resta dans son lit, hurlant le nom de Willie jusqu'à ce que sa voix se brise. Puis seuls des sons rauques sortirent, comme si la douleur était trop grande pour devenir des mots. Elle ne quitta pas sa chambre pendant 3 semaines. Elle n'assista pas aux funérailles. Elle ne vit pas le corps de son fils embaumé dans le salon vert de la Maison-Blanche, ni les milliers de personnes faisant la queue pour voir le cercueil. Elle ne vit pas son mari rester debout 5 heures d'affilée à regarder le corps sans bouger, sans parler. Lincoln fit rouvrir le cercueil 2 fois après les funérailles, 1 semaine plus tard, puis 2 mois après. Il voulait simplement revoir Willie, s'assurer qu'il était vraiment mort, que tout cela n'était pas un cauchemar. Les employés murmuraient que le président perdait l'esprit, qu'il passait des heures dans la chambre où Willie était mort, assis dans le noir, qu'il parlait tout seul, qu'il fondait en larmes pendant les réunions du cabinet. Mais personne ne comprenait. Lincoln n'avait pas juste perdu un fils, il avait perdu la dernière chose pure dans sa vie, et Willie était mort à cause de l'eau contaminée, parce qu'il vivait à la Maison-Blanche, parce que son père avait accepté d'être président. Mais Willie ne fut pas le seul à frôler la mort cette semaine-là. Tad tomba malade à son tour, même fièvre, même symptômes, la même eau contaminée. Lincoln pensa qu'il allait perdre 2 fils en 1 semaine. Il s'asseyait entre 2 lits dans la même pièce. Sur l'un, Willie était mort. Sur l'autre, Tad agonisait. Abraham lisait la Bible à haute voix, même s'il doutait de Dieu, parce qu'il ne savait plus quoi faire. Mary Todd ne pouvait pas entrer dans la pièce. Voir Tad dans le même lit où Willie était mort était insoutenable. Elle restait donc derrière la porte, l'oreille collée au bois, priant, paniquée. Mais Tad survécut. Personne ne sait comment. Les mêmes médecins qui n'avaient pas pu sauver Willie trouvèrent soudain un traitement utile pour Tad. Peut-être était-il plus robuste, peut-être simplement chanceux. Quand Tad se réveilla enfin, il demanda après Willie. On ne savait pas comment lui annoncer que son frère, son meilleur ami, son compagnon constant, n'était plus là. Lincoln le lui dit. Tad, 8 ans, parlant difficilement à cause de son palais fendu, demanda « Est-ce ma faute? Willie est mort parce que je l'ai contaminé ?» Lincoln le serra fort et lui dit que non. Mais Tad n'y crut jamais vraiment. Pendant tout cela, Robert Todd Lincoln était loin, à Harvard, ignorant tout. Il avait 18 ans.
L'aîné, l'héritier, celui censé porter le nom Lincoln dans l'avenir. Mais la relation avec son père était distante, jamais hostile, simplement vide. Il reçut le télégramme annonçant la mort de Willie alors qu'il étudiait. Willie est mort cet après-midi. Rentre immédiatement. Père. Robert prit le premier train pour Washington. 18 heures sans verser une larme. Pas par absence de douleur, mais parce qu'il avait appris très jeune que les émotions doivent être enfermées, enterrées profondément. À son arrivée à la Maison-Blanche, Willie était déjà embaumé. Mary était sous sédatif. Lincoln en réunion. Thad convalescent. Robert resta 3 jours, assista aux funérailles, observa des inconnus pleurer son frère plus fort que lui-même. Puis il repartit à Harvard, parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Être fort, continuer ses études. Mais quelque chose s'était installé en lui. La certitude sombre que sa famille était maudite, que le nom Lincoln était lourd comme une condamnation qu'il devrait payer un jour. Thad Lincoln, né avec un palais fendu, fut le plus fragile de tous. Lincoln adorait cet enfant imparfait, drôle, imprévisible. Mais après la mort de Willie, Thad devint silencieux. La guerre, la Maison-Blanche, la mort, tout cela avait écrasé son enfance. Mary devint obsédée par Thad. Elle surveillait chaque toux, chaque frisson, chaque fièvre. Elle avait déjà perdu 2 enfants. Elle savait qu'un troisième la tuerait. Et le 14 avril 1865, pendant que Thad assistait à une autre pièce avec son tuteur, quelqu'un cria « On a tiré sur le président !» Le théâtre plongea dans le chaos. Thad, paniqué, essaya de demander ce qui se passait, mais son zézément était si fort que personne ne comprenait ses mots. Seulement sa terreur. Il fut ramené en courant à la Maison-Blanche. Son père n'y était pas. Lincoln était dans une pension en face du théâtre, allongé de travers dans un lit trop petit, une balle dans la tête, mourant lentement. Mary était hystérique. Robert lui tenait la main. Thad ne put pas entrer. Trop jeune, trop traumatisant. Thad resta donc à la Maison-Blanche, seul dans sa chambre, à 12 ans, attendant qu'on lui dise si son père était vivant ou mort. Abraham Lincoln mourut à 7h22 du matin, le 15 avril 1865. Et avec cette mort, quelque chose se brisa définitivement en Mary Todd Lincoln. Elle avait perdu Eddie. Elle avait perdu Willie. Maintenant, elle perdait son mari. Et dans son esprit fracturé, une idée prit racine. Quelqu'un, quelque chose, traquait sa famille. Une malédiction. Une destinée tragique selon laquelle tous les Lincoln devaient mourir. Mary Todd se tourna alors vers le spiritisme avec désespoir. Elle engageait des médiums capables, disait-on, de parler à Abraham, à Willie, à Eddie. Elle dépensait des fortunes dans des séances où des esprits lui répondaient à travers des rideaux sombres. Tout le monde aurait pu voir l'arnaque, mais Mary avait besoin d'y croire. Parce que l'autre possibilité, que les morts soient simplement morts, était insupportable. Thad l'accompagnait. Il avait 12, 13, 14 ans. Il s'asseyait dans des pièces obscures pendant que sa mère demandait aux morts s'il lui pardonnait, si Abraham la blâmait de ne pas être allé au théâtre ce soir-là, si Willie la regrettait autant qu'elle le regrettait lui. Et Thad, qui pouvait à peine parler clairement, ne parvenait pas à lui dire d'arrêter, que les morts ne répondaient pas, qu'ils n'étaient que d'eux encore vivants, essayant de survivre comme ils pouvaient. Robert venait parfois depuis Chicago, mais chaque visite se terminait en dispute. Robert disait que les médiums étaient des escrocs, que Mary devait affronter la réalité. Mary lui criait qu'il ne comprenait rien, qu'il n'était pas là quand Willie est mort, qu'il avait choisi Harvard plutôt que sa famille, qu'il était froid, insensible. Robert repartait, et Thad restait, parce que quelqu'un devait s'occuper de sa mère. Et ce quelqu'un, c'était un adolescent avec un palais fendu, incapable d'exprimer ses propres émotions, désormais responsable de celle d'une femme qui perdait la raison. En 1868, Mary Todd décida de partir en Europe. Elle avait besoin de fuir. L'Amérique était trop pleine de fantômes. Elle emmena Thad. Il avait 15 ans. Elle ne lui demanda pas son avis. Elle l'emmena simplement, parce qu'il était tout ce qui lui restait. Ils vécurent en Allemagne, puis en France. Mary achetait des vêtements qu'elle ne portait jamais, séjournait dans des hôtels qu'elle ne pouvait pas payer. Sa pension de veuve de président disparaissait en quelques semaines. Robert lui envoyait de l'argent depuis Chicago. Mary le dépensait aussitôt. Mais pour Thad, l'Europe fut une révélation.
Pour la première fois, personne ne savait qui il était. Personne ne le regardait comme le fils du président assassiné. Personne n'éprouvait de pitié. Il pouvait être simplement Tad. Il fréquenta des écoles européennes. Les autres enfants se moquaient de son zézément au début. Mais Tad était drôle, attachant, intelligent. Il apprit l'allemand avec une facilité qui étonna ses professeurs. Et en allemand, son palais fendu se faisait moins entendre. Il parlait mieux allemand qu'anglais. Pour la première fois depuis la mort de Willie, Tad semblait heureux. Il se faisait des amis, allait à des fêtes, parlait d'étudier dans une université allemande, peut-être même de rester en Europe pour toujours, de ne jamais retourner en Amérique. Puis Mary décida qu'il était temps de rentrer. Elle ne dit jamais pourquoi. Peut-être Robert lui manquait-il. Peut-être l'argent était-il épuisé. Peut-être savait-elle qu'on ne peut pas fuir éternellement ses fantômes. Tad ne voulait pas rentrer. À 18 ans, il avait enfin trouvé un endroit où il pouvait être lui-même. Mais il obéit parce qu'il obéissait toujours à sa mère, parce qu'elle n'avait plus que lui, et que cette responsabilité pesait plus lourd que n'importe quel désir personnel. Et voici la question que presque personne n'ose poser. Abraham Lincoln fut-il le plus grand président des États-Unis ou un père absent qui sacrifia sa famille pour la nation? Si tu penses qu'il fut un héros, écris « Lincoln a sauvé l'Amérique ». Si tu penses qu'il a choisi le pouvoir plutôt que ses enfants, écris « Il a choisi la Maison-Blanche ». Et si tu penses que certaines vérités doivent être racontées même quand elles dérangent, abonne-toi. Parce que ce qui arriva dans les derniers instants de la vie de Tad Lincoln changea Robert Todd pour toujours. La traversée de l'Europe à New York dura 2 semaines. Tad développa une toux pendant le voyage. Les médecins du bateau dirent que c'était l'air froid de l'Atlantique. Rien de grave. Mais la toux empirait. À l'arrivée en mai 1871, Tad avait de la fièvre et du mal à respirer. Mary paniqua. Elle engagea des médecins, dépensa des fortunes, pria comme elle n'avait pas prié depuis la mort d'Abraham. Ils se rendirent à Chicago où Robert les attendait. Il les installa à l'hôtel Clifton, fit venir les meilleurs médecins et attendit parce que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Le diagnostic changea plusieurs fois. Pneumonie, puis bronchite aiguë, puis tuberculose. La même maladie qui avait tué Eddie. Les poumons de Tad se remplissèrent de liquide. Il n'y avait aucun traitement. Mary resta couchée à côté de Tad, ne dormant pas, ne mangeant pas, le serrant contre elle, lui murmurant que tout irait bien, mentant, même s'ils savaient tous les deux que ce ne serait pas le cas. Robert venait tous les 2 jours, resta quelques minutes, parlait au médecin, vérifiait les finances, repartait. Plus tard, il avouerait « Je ne pouvais pas supporter de regarder mourir un autre frère ». Tad Lincoln mourut le 15 juillet 1871 à 7h30 du matin. Il avait 18 ans. Il mourut dans les bras de sa mère dans une chambre d'hôtel de Chicago, tandis que Robert, assis dans un coin, regardait. Cette fois, Mary ne cria pas. Elle ne s'effondra pas comme pour Willie. Elle resta immobile, berçant le corps de son dernier enfant, comme si elle pouvait encore l'endormir, fredonnant une berceuse d'autrefois, avant la Maison-Blanche, avant la guerre, avant que tout ne devienne cendre. Robert se leva, chancelant. Il avait attendu toute la nuit quelque chose qu'il savait inévitable. Il appela les médecins, organisa les formalités, et pendant qu'il faisait tout cela, une pensée traversa son esprit. Je suis le seul qui reste, le seul Lincoln adulte. Pourquoi moi? Cette nuit-là, Robert s'enferma dans son bureau et pleura pour la première fois depuis la mort de son père. Il pleura pour Willie, l'enfant brillant de 11 ans. Pour Tad, l'enfant fragile qui n'eut jamais la chance d'être un homme. Pour Eddie, qu'il ne se rappelait presque plus, mais dont l'ombre avait toujours été là. Et il pleura pour lui-même, pour être le survivant, pour porter un nom qui semblait synonyme de mort. Mais l'histoire ne s'arrêta pas avec Tad. En réalité, elle commençait à peine. Mary Todd Lincoln perdit totalement la raison. Pas lentement, pas progressivement, mais brutalement. Cela commença avec les achats compulsifs, robes, rideaux, bijoux, objets inutiles. Robert recevait des factures de toute la ville. Quand il lui demandait pourquoi elle avait acheté tout ça, Mary semblait ne même plus s'en souvenir. Puis vinrent les hallucinations. Elle voyait Abraham marcher dans sa chambre, le voyait assis dans sa chaise préférée, en train de lire. Elle lui parlait. Elle attendait des réponses. Les employés rapportaient qu'elle criait la nuit, qu'elle sortait en chemise de nuit dans la rue, en disant qu'on la suivait, qu'on empoisonnait sa nourriture.
En mars 1875, Mary se présenta en pleine journée au bureau de Robert avec des milliers de dollars cousus à l'intérieur de sa robe. Elle lui dit « Ils viennent pour moi. Je dois me cacher. Chicago n'est plus sûr. » Quand Robert demanda « Qui ?» Mary ne put donner aucun nom. Elle ne répétait que « eux ». Robert prit alors la décision la plus difficile de sa vie. Il consulta médecins, avocats, amis. Tous dirent la même chose. Mary Todd Lincoln était un danger pour elle-même. Elle devait être internée. Le 19 mai 1875 eut lieu un procès pour déterminer sa santé mentale. 17 témoins témoignèrent. Des médecins parlèrent de délire. Des commerçants décrivirent ses achats compulsifs. Les employés racontèrent ses hallucinations. Mary, vêtue de la robe noire du funéraire de Tad, regardait son fils, son dernier fils, expliquait au jury qu'elle était folle. Dans ses yeux, il n'y avait pas de folie. Il y avait de la trahison. Le procès dura 3 heures. Le jury délibéra 10 minutes. Verdict, Mary Todd Lincoln était mentalement incompétente et devait être internée. Quand le juge annonça la décision, Mary regarda Robert et dit « Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta mère, toute ta famille. » Et Robert, la voix tremblante, répondit « C'est la seule façon de te sauver. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Ils ne la sauvaient pas. Ils l'enfermaient. Elle fut envoyée à Bellevue Place, un asile privé. Ce n'était pas un enfer. Les jardins étaient beaux, les chambres propres. Mais cela restait une prison. Elle ne pouvait ni sortir, ni gérer son argent, ni décider de sa vie. Pendant 4 mois, Mary écrivit des lettres. Des dizaines. À des politiciens, des amis, des journalistes. Toutes disaient la même chose. Je ne suis pas folle. Mon fils veut me voler. On m'a enfermé par cupidité. Et cela fonctionna. La pression publique devint énorme. Les journaux critiquèrent le jugement. Des femmes influentes la défendirent. En septembre 1875, Mary fut libérée, non parce qu'elle était guérie, mais parce que le scandale était trop grand. Elle ne revint pas à Chicago. Elle alla vivre à Springfield, loin de Robert. Il la visita 2 fois par an, par devoir. Les visites duraient moins d'1 heure. Il parlait de tout et de rien. Rien d'essentiel. Mary passa ses dernières années dans la chambre où elle avait épousé Abraham 40 ans plus tôt. Elle vivait dans l'obscurité, souffrait en silence, prenait du laudanum pour oublier la douleur. Dans un tiroir, elle gardait une boîte contenant les lettres d'amour qu'Abraham lui écrivait avant la guerre. Elle les relisait chaque nuit, pleurant un homme qui n'existait plus, remplacé par une statue. Elle gardait aussi des photos. Willie, Tad, Eddie, peints d'après description, et une photo de famille datant de 1861. Leur dernière photo où ils étaient encore tous vivants. Mary mourut le 16 juillet 1882, à 63 ans. Elle murmura les noms d'Abraham, Willie, Eddie, Tad, appelant ses morts. Son enterrement fut modeste. Peu de monde, pas de grands discours, presque aucun journaliste. Robert n'y pleura pas, parce qu'il avait appris à ne plus pleurer devant les autres. Il retourna à Chicago, sa famille, son travail, sa routine où personne ne mentionnait le nom Lincoln sans son autorisation. Et pour la première fois, Robert Todd Lincoln était complètement seul. Mais les bizarreries entourant le nom Lincoln n'étaient pas terminées. Elles ne faisaient que commencer. Il vécut encore 50 ans après la mort de sa mère. Il devint l'un des avocats les plus respectés de Chicago, fit fortune dans les chemins de fer, devint secrétaire à la guerre en 1881. Il eut 3 enfants qu'il éleva avec douceur, tentant de leur offrir l'amour qu'il n'avait jamais reçu. Mais ses amis remarquaient quelque chose chez Robert, une distance, un mur invisible et un autre phénomène étrange. Les présidents mouraient quand il était là. La première fois, son père, en 1865. La deuxième, Garfield en 1881. Robert était à la gare quand les coups de feu furent tirés. Il se trouvait à la gare de Washington lorsque Charles Guiteau s'approcha du président et tira. Robert entendit le coup de feu, vit Garfield s'effondrer, et pendant un instant terrible, il revécut la nuit où son père était mort. Le même bruit, le même choc, la même sensation que le monde s'arrêtait. Garfield ne mourut pas immédiatement. Il agonisa pendant 11 semaines, des semaines où les médecins, les mains non lavées, fouillaient la plaie de la balle, provoquant des infections massives. Robert rendait visite au président mourant et voyait son père dans chaque seconde de souffrance. Lorsque Garfield mourut enfin, le 19 septembre 1881,
Robert Todd Lincoln prit une décision. Il ne travaillerait plus jamais près du pouvoir présidentiel. Il démissionna de son poste de secrétaire à la guerre peu après et retourna à une vie privée, loin de Washington. Mais cela ne suffisait toujours pas. En 1901, Robert Todd Lincoln fut invité à l'exposition panaméricaine à Buffalo, dans l'État de New York. Il ne voulait pas y aller. Il avait 58 ans, était presque retiré de la vie publique. Mais le président William McKinley insista. « Viens, Robert, ce sera amusant. Juste quelques jours, sans politique. Une simple célébration. » Le 6 septembre, Robert se tenait dans la file pour saluer le président. La foule avançait lentement. McKinley serrait des mains, souriait, échangeait quelques mots avec chacun. Puis un homme nommé Léon Czolgosz approcha, la main droite enveloppée dans un mouchoir comme si elle était blessée. McKinley, par courtoisie, tendit sa main gauche pour saluer cet homme apparemment souffrant. Czolgosz tira 2 fois à bout portant, directement dans l'abdomen du président. Robert Todd Lincoln se trouvait à moins de 3 mètres. Il vit tout. L'éclair de larmes, l'expression de surprise de McKinley, le sang qui se répandait sur sa chemise blanche, le président qui s'écroulait. Et Robert resta figé, pas par lâcheté, par incapacité totale de comprendre que cela se reproduisait. Pour la 3e fois de sa vie, il assistait à l'assassinat d'un président. McKinley mourut 8 jours plus tard d'une gangrène. Et Robert jura qu'il n'assisterait plus jamais à un événement où un président serait présent. Il en fit une règle absolue. Theodore Roosevelt l'invita. Robert refusa. Taft l'invita. Robert refusa. Peu importait l'importance de l'événement, ni l'identité du président. Il n'y allait pas. Ses amis pensaient que c'était une superstition ridicule. Mais Robert était catégorique. « Je suis une malédiction. Les présidents meurent quand je suis près d'eux. Je ne serai pas responsable d'une autre mort. » Était-ce vrai? Était-il vraiment maudit? Ou n'était-ce qu'une succession de terribles coïncidences? Robert ne le sut jamais. Mais il refusa de prendre le risque. Cependant, il y avait une autre malédiction dans sa vie, plus intime, plus cruelle, celle des fils Lincoln. En 1890, son propre fils, Abraham Lincoln II, surnommé Jack, développa un simple furoncle au bras. Un problème banal, douloureux mais traitable. Les médecins le drainèrent, appliquèrent des onguents, promirent une guérison rapide. Mais l'infection se propagea dans le sang. Une septicémie. En 1890, il n'y avait pas d'antibiotiques. Aucun traitement efficace. On ne pouvait qu'attendre. Jack Lincoln mourut le 5 mars 1890, à 16 ans. Il mourut en hurlant de douleur, la main serrée par son père, exactement comme Robert avait tenu la main de son propre père 25 ans plus tôt. Et à 47 ans, Robert comprit enfin une vérité terrifiante. Chaque génération de Lincoln enterrait ses enfants. Eddie à 3 ans, Willie à 11, Tad à 18, Jack à 16. Le nom Lincoln réclamait des vies, non seulement dans l'histoire nationale, mais au sein de la famille. Après la mort de Jack, Robert changea profondément. Il devint encore plus introverti. Il passait des heures seul dans son bureau, silencieux. Ses 2 filles, Mary et Jessie, voyaient un père distant, présent physiquement, mais absent émotionnellement. Puis son obsession commença. Contrôler son héritage. Pas celui de son père, déjà gravé dans le marbre, mais le sien. Ce que signifiait réellement être un Lincoln, et il décida que personne ne le saurait jamais. Robert Todd Lincoln possédait des boîtes entières de documents personnels, des lettres que son père lui avait écrites, des journaux tenus durant la guerre de sécession, des correspondances avec sa mère pendant sa folie, des dossiers sur son internement, des photographies jamais publiées. Et Robert décida de tout détruire. Pas une partie, tout. Ce n'était pas impulsif. Il y pensa pendant des années. Il expliqua à ses filles que la famille Lincoln avait déjà trop donné au public, que son père appartenait à l'histoire, mais que leurs émotions privées, leurs peurs, leurs trahisons devaient disparaître avec lui. Ses filles le supplièrent d'arrêter. Jessie dit « Père, ces documents sont l'histoire. Les futurs historiens en auront besoin. » Robert répondit qu'ils étudient sur ses discours publics. Sa vie privée, notre vie privée, ne regarde personne. En 1923, presque aveugle à cause de la cataracte, vivant retiré dans sa propriété du Vermont, Robert commença méthodiquement à brûler, déchirer et détruire son passé. Il surveillait tout, chaque papier, chaque photo, chaque lettre.
S'il trouvait un document que quelqu'un avait tenté de sauver, il le détruisait immédiatement. Que contenaient ces documents? Nous ne le saurons jamais. Peut-être des doutes d'Abraham sur la guerre, peut-être des aveux de Robert disant qu'il détestait porter ce nom, peut-être des lettres révélant que le mariage Lincoln était bien plus compliqué que ce que l'histoire raconte, ou peut-être simplement les pensées d'un homme qui demandait au monde pourquoi ai-je survécu alors que les autres sont morts? Mais Robert décida que ces questions mourraient avec lui. Robert Todd Lincoln mourut le 26 juillet 1926, à 82 ans, pendant son sommeil. Il fut enterré à Arlington, le seul fils d'Abraham Lincoln à avoir atteint la vieillesse. Ses dernières volontés furent respectées. Les quelques documents restants furent détruits. Son enterrement fut simple, modeste. Quelques politiciens, quelques amis, quelques vieux vétérans de la guerre civile. Pas de grande foule, pas de discours passionnés, car Robert n'avait jamais cherché à honorer le nom Lincoln. Il avait seulement voulu lui survivre. Et après 82 ans, il y était finalement parvenu. Mais un détail dit plus que tout le reste. Pendant 50 ans, des inconnus l'abordaient pour lui demander « Comment était-ce d'être dans la pièce où votre père est mort ?» Toujours il répondait « Cela ne vous regarde pas. » Sans colère, sans tristesse, juste une barrière ferme. Pour survivre, Robert avait choisi le silence. Mais dans quelques rares lettres, préservées uniquement parce qu'elles appartenaient à d'autres, Robert avoua, il se sentait coupable d'avoir survécu. Il se demandait pourquoi Willie était mort à 11 ans, Tad à 18, Jack à 16, alors que lui atteignait 82 ans. Dans une lettre écrite en 1920, il nota une phrase déchirante. « Parfois, je pense que survivre n'a pas été une bénédiction. Ce n'était qu'une façon plus lente de mourir. Être le dernier, ce n'est pas une victoire. C'est la solitude. C'est regarder tous ceux qu'on aime disparaître, tandis qu'on reste. » Après la mort de Tad, Robert passa 50 ans à construire des murs autour de lui. Il mourut derrière ces murs. Le dernier Lincoln. Des 4 fils Lincoln, seul lui survécut. Eddie est mort à 3 ans. Willie à 11, Tad à 18, Robert à 82. Était-ce une malédiction? Une coïncidence? Le prix d'une médecine primitive? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Robert s'assura que les réponses ne survivraient pas. Mais nous savons ceci. Être un Lincoln n'était pas un privilège. C'était un prix. Payé avec leur vie, leur santé mentale, leur humanité, effacé au profit du mythe d'un grand homme. Et l'extinction ne s'arrêta pas avec Robert. Elle continua presque comme un mécanisme. Robert eut 3 enfants, Mary, Abraham, Jack et Jessie. Jack mourut à 16 ans. Les 2 filles vécurent adultes, mais aucune ne transmit le nom Lincoln. Le nom se transforma en prénom, un écho, plus une lignée, puis s'éteignit définitivement en 1985. Il n'existe aujourd'hui aucun descendant direct masculin d'Abraham Lincoln. C'est comme si l'univers avait décidé que le nom Lincoln avait accompli sa mission et qu'il devait maintenant disparaître, lentement, inexorablement. Les Lincoln ont essayé d'y échapper pendant 4 générations. Ils n'y sont jamais parvenus, parce qu'il existe des noms qui ne sont pas des héritages. Ce sont des sentences.